Reconstituer le mode opératoire d'un assassin, comprendre son mobile, rassembler les preuves médico-légales pour prouver sa culpabilité et le faire comparaître devant un jury populaire sont, on le sait, les missions dévolues aux policiers, aux criminologues et aux magistrats. Pour être menée à bien, cette quête exige patience et persévérance. Mais peut-on imaginer qu'une affaire ne soit réellement bouclée qu'au terme d'un quart de siècle d'investigation? Nous sommes en 1962. John Fitzgerald Kennedy est président des États-Unis, en plein cœur de la guerre froide. La crise des missiles de Cuba fait rage entre les États-Unis et l'Union soviétique. Le monde observe, inquiet. All ships of any kind bound for Cuba, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. Les tensions raciales aux États-Unis sont toujours aussi fortes. La déségrégation des écoles du Sud augmente les conflits entre les Noirs et les Blancs. Des leaders comme Martin Luther King Jr. transmettent un message appelant à faire preuve de raison et à garder l'espoir. I have a dream that one day this nation will rise up. À des centaines de kilomètres de là, dans la petite ville de Hanford en Californie, les tensions raciales et la course à l'armement sont bien moins importants que de faire marcher le commerce et de joindre les deux bouts. Il s'agissait d'une petite communauté. Tout le monde connaissait tout le monde. On s'appelait par nos prénoms, même entre noirs et blancs. La famille Miller fournit un service très important à la communauté. Ce sont eux qui gèrent l'approvisionnement en eau des fermes de la région. Une petite famille chrétienne, très travailleuse, sans histoire. Elle était connue dans la région. Le canal se trouve derrière leur maison et il y a toujours un membre de la famille pour s'assurer que le système d'alimentation en eau fonctionne correctement. Le 21 mars 1962, c'est au tour de Marlène, âgée de 15 ans, de rester à la maison pendant que ses parents sont de sortie. Elle veut terminer une nouvelle robe qu'elle a prévu de porter à un rendez-vous galant. Ses parents rentrent vers 22 h. Le poste de télévision hurle. Une moustiquaire de la fenêtre d'une des chambres manque et leur fille a disparu. Le shérif adjoint O.R. McFarlane est le premier à arriver sur les lieux. Il y avait un problème, c'était évident. Elle avait disparu et il s'agissait sûrement d'un acte criminel. La police remarque des traces de pneus sur la route poussiéreuse près de la maison. Et un autre élément de preuve est retrouvé. On a retrouvé des empreintes de bottes sur le chemin. Elle se dirigeait vers Elder Avenue. Quelqu'un marchant pieds nus avait aussi laissé des empreintes qui, elles, semblaient revenir vers le chemin. Cette personne serait apparemment entrée puis ressortie de la voiture qui était garée là. Non loin de là, la police découvre 2 gants de protection dépareillés ainsi qu'une ceinture. Robert Good est le premier journaliste à arriver sur les lieux. Il doit écrire un article pour le Fresno Bee sur cette affaire. Il ne s'attend pas à en devenir l'un des acteurs. J'ai commencé à longer la rive. J'ai fait 30-45 mètres et je l'ai trouvée. Marlène flotte sur le ventre dans l'eau du réservoir près de la demeure familiale. Son frère, Walt, survole alors la région à bord d'un hélicoptère de la police. L'autopsie montre que Marlène a été poignardée dans la poitrine, mais que la blessure n'a pas été fatale. On retrouve de l'eau dans ses poumons. La cause de la mort est donc la noyade. Elle a les poignets attachés dans le dos à l'aide d'un nœud que nombre d'éleveurs de bétail laitier utilisent dans la région. Le meurtrier avait fait un petit nœud, très rapide à faire lorsqu'on veut empêcher une vache de donner des coups de sabot. Il n'y a pas de traces d'agression sexuelle, mais les bleus sur le corps laissent penser que Marlène s'est débattue avec force. L'inconcevable s'est produit.
Marlene Miller, une jeune fille de 15 ans, a été battue à mort avant d'être noyée. Pour remonter la piste du tueur, les enquêteurs disposent de maigres indices. Une ceinture, 2 gants dépareillés, des empreintes de pneus et de bottes, et un bout de corde noué autour des poignets de la victime. Quelques jours plus tard, un camarade de lycée de Marlène dit à la police avoir aperçu une voiture suspecte qui roulait aux abords de la maison des Miller à l'heure approximative du meurtre. Le témoignage de ce garçon va-t-il faire basculer l'enquête? Il nous a informé que les ailes étaient bleu-vert. Il a dit que la peinture lui avait plu. Du noir sur le capot, du noir sur le toit et pareil jusqu'au coffre. C'est certain que sur un lycéen, une Plymouth de 53, ça fait son petit effet. La police a donc à sa disposition des traces de pneus sur les lieux du crime et une description de la voiture. Elle ne met que quelques heures à la retrouver. Les services de police de Hanford ont retrouvé une voiture correspondant à la description, garée devant le Royal Hotel dans le centre-ville de Hanford sur la 7e rue. Lorsque le shérif adjoint McFarlane jette un œil par la lunette arrière, il aperçoit ce qui allait plus tard devenir une preuve déterminante. J'ai aperçu une paire de bottes. Une était debout, l'autre était couchée sur le côté. Grâce à ma lampe torche, j'ai pu voir la semelle. Elle semblait correspondre aux empreintes que l'on avait retrouvées près de la maison des Miller. La voiture appartient à Booker T. Hillery Jr., qui travaille comme ouvrier agricole dans la région et qui a récemment été libéré de prison après une première condamnation pour viol. L'un de ses collègues déclare l'avoir aperçu conduisant en direction du domicile des Miller après sa journée de travail, le soir du meurtre. Son patron identifie les gants trouvés sur les lieux comme appartenant à Hillery. Les pneus de la voiture de Hillery ainsi que les bottes présentes à l'arrière du véhicule correspondent aux traces de pneus et de pas retrouvés dans la boue près du lieu du crime. Mais ça ne voulait pas dire qu'il l'avait tué, même si les gants retrouvés près de la route où se trouvaient les traces de pneus faisaient que toutes les apparences étaient contre lui. Il ne s'agissait que de preuves indirectes. Nous n'avions aucune preuve matérielle qui pouvait nous permettre de le jeter en prison. Booker Hillery nie toute implication dans le meurtre de Marlène. Hillery déclare passer en voiture près de la maison des Miller chaque jour, puisque la ferme où il travaille se trouve au bout de la rue. Selon lui, les traces de pneus et de bottes qu'il a laissées près des lieux ne prouvent rien. Il est arrêté, jugé et déclaré coupable du meurtre de Marlene Miller. Il est condamné à mort. Une fois en prison, il met tout en œuvre pour que sa condamnation soit annulée. C'était très décourageant, surtout pour la famille qui devait revivre ce cauchemar à chaque fois que l'affaire était ramenée sur le devant de la scène. C'était frustrant. Le système judiciaire est parfois frustrant pour un officier de police, croyez-moi. Chaque demande en appel de Hillery est rejetée. Mais en 1974, la Cour suprême des États-Unis décide que la peine de mort est une peine cruelle et inhabituelle. Par conséquent, tous les condamnés dans le couloir de la mort, y compris Booker Hillery, voient leur sentence commuée en peine d'emprisonnement à vie. 2 ans plus tard, la Cour suprême revient sur sa décision, mais les peines de mort précédemment changées ne peuvent être rétablies. Les démarches judiciaires de Booker Hillery se poursuivent. Il fait à nouveau appel de sa condamnation, alléguant que l'on avait délibérément choisi un grand jury composé uniquement de personnes blanches pour son procès. En 1983, un juge accède à sa requête et ordonne que Hillery fasse l'objet d'un second procès ou d'une libération. Ce qui est gênant dans cette histoire, c'est que cette décision a été prise en 1983, alors que la condamnation a eu lieu en 1962. Il suffit à n'importe qui de lire les procès-verbaux des débats du grand jury, et quelle que soit sa couleur, il trouvera un motif raisonnable.
Aux États-Unis, les grands jurys d'État sont en général composés de 23 membres, dont un certain nombre peuvent être réfutés par le procureur ou l'avocat de la défense. Afin de subir le minimum de pression extérieure pendant toute la durée du procès, les jurés sont confinés dans un hôtel. Ils ne peuvent pas écouter la radio, ni regarder la télévision. Lire la presse est interdit. Prendre des notes ou discuter du procès avec quiconque est aussi interdit. À l'issue des plaidoiries, le jury se retire pour délibérer sur les faits et rendre son verdict. À la différence de la jurisprudence française, le juge peut exceptionnellement prononcer un jugement de droit en contradiction avec le verdict du jury. Une question récurrente soulève des débats dans l'opinion publique américaine. Les jurés appartenant à un groupe ethnique peuvent-ils faire preuve d'impartialité lorsqu'ils ont à statuer sur le sort d'un prévenu appartenant à une autre communauté? Ainsi, en 1906, Ed Johnson fit appel devant la Cour suprême après avoir été condamné à mort pour le viol d'une femme blanche par un jury entièrement blanc. L'exécution de sa peine fut suspendue et commuée en prison à vie. Mais dès sa sortie du tribunal, Johnson fut lynché par la foule avec l'assentiment du shérif local. Des scandales de ce genre jalonnent malheureusement l'histoire de la justice américaine. Dans l'affaire qui nous intéresse maintenant, le procureur Robert Malin fut en charge de la révision du procès en appel 24 ans après l'énoncé du premier verdict. Je savais que je devais trouver de quelles preuves j'avais vraiment besoin. Je devais instruire une nouvelle fois cette affaire, et ce, 24 ans après la première condamnation. Les preuves matérielles sont toujours là, mais 21 des témoins originaux sont maintenant décédés. Larry Horse est l'enquêteur chargé de l'affaire pour le bureau du procureur général du comté de Kings. Tous ces gens étaient morts. Et sincèrement, c'est difficile de ne pas tomber de sommeil lorsque l'on doit rester assis à lire des centaines de pages de témoignages remontant à 1962, 1965 et 1970, afin de constituer un dossier pour le nouveau procès. Gary Kortner, un expert en criminalistique, examine les preuves matérielles qui ont été présentées au premier procès. Il commence par les bottes qui ont été retrouvées dans la voiture de Booker Hillery le soir du meurtre. Les bottes ont subi des modifications. Les semelles sont bien les semelles d'origine, mais le talon blanc a été remplacé par un talon noir. Il a fait ça pour que ses chaussures s'usent moins vite. Mais il s'était par la même occasion fabriqué une paire de bottes unique avec cette différence de couleur. Gary Kortner compare alors les bottes de Hillery avec les empreintes de pas trouvées près de la maison de Marlene Miller. La semelle est la même, le talon fait sur mesure aussi, et on retrouve également 5 petites entailles aux mêmes endroits. L'expert compare ensuite les pneus de Hillery avec les traces trouvées sur la route poussiéreuse, près de la maison des Miller. Nous espérions découvrir des entailles, des pierres, tout ce qui aurait pu être dans les pneus. Nous avons eu de la chance car nous avons pu remarquer un défaut de fabrication et 3 entailles qui se retrouvaient dans les traces laissées dans le sol. La présence de Booker Hillery près des lieux du crime ne fait donc plus aucun doute, mais reste encore à prouver qu'il est entré dans la maison. Larry Horse remarque un détail important au cours de sa lecture du procès-verbal de la première instance. La nuit du meurtre, 24 ans plus tôt, un inspecteur a eu la très bonne idée de demander à la mère de Marlene de passer l'aspirateur sur la moquette du salon où sa fille avait été enlevée. À l'époque, les enquêteurs avaient grâce à cela trouvé des particules microscopiques plutôt étranges, mais ils n'auraient pu dire de quoi il s'agissait. Ils ne possédaient pas la technologie nécessaire. Ils ont seulement procédé à une analyse de leur forme et de leur taille. Rien de plus. Les particules en forme de ballon de rugby retrouvées dans le sac de l'aspirateur figurent toujours au dossier d'instruction et sont envoyées à un laboratoire médico-légal indépendant à Chicago.
Skip Palahniuk est le microscopiste médico-légal qui est en charge de l'affaire. J'utilise un microscope depuis que j'ai 8 ans. J'avais déjà vu des particules de ce genre et je savais quel type de phénomène physique les provoquait. Grâce à un grossissement à 300 fois, Palahniuk identifie les particules comme étant des particules de la peinture conditionnée en bombe aérosol pour être pulvérisée. On retrouve des fibres de coton au milieu des particules. Cela explique pourquoi celles-ci ont une forme ovale. Lorsqu'on pulvérise de la peinture en aérosol, les particules rondes s'écrasent si elles atterrissent sur une surface telle que du bois. Lorsque la peinture sèche, elle forme une sorte de film plus ou moins uniforme. Mais si la peinture atterrit sur des fibres, elle réagit différemment. Si ces sphères ne sèchent autour de rien, elles conservent leur forme. Mais si elles entrent en contact avec une fibre, à cause des forces capillaires, notre sphère de départ voit ses extrémités s'étaler au niveau de la zone de contact avec la fibre, comme ceci. Les médecins légistes procèdent alors à une analyse par microsonde électronique afin d'identifier les différents éléments présents dans la peinture. Chaque élément émet ses propres rayons X qui ont des longueurs d'onde différentes. On récupère ces différents rayons, ces longueurs d'onde, ces énergies, et c'est à partir de ces informations que l'on peut identifier les éléments qui constituent l'échantillon. Les composants sont le titane, le plomb et le fer. Un spectrophotomètre utilisant la microscopie à infrarouge, bien qu'il ressemble plus à un ordinateur qu'à un microscope, permet d'identifier la composition moléculaire de la peinture. Les résultats sont représentés sur un graphique. Les scientifiques apprennent qu'il s'agit d'une peinture alkyd à base d'huile à laquelle on a ajouté un pigment, du bleu de Prusse. Mais d'où ces particules proviennent-elles ? Afin d'obtenir une réponse à cette question, les enquêteurs ont besoin d'analyser à nouveau l'intérieur de la Plymouth 1953 de Booker Hillery. Mais qu'est-elle devenue un quart de siècle après le meurtre? Ils apprennent, avec surprise et soulagement, que la voiture a été conservée intacte à la fourrière de la police. Cette chance inespérée va-t-elle avoir une incidence sur la suite de l'enquête? Au laboratoire médico-légal, les experts remarquent que le plafond de l'habitacle est recouvert d'un tissu en coton. Ce tissu a été teint avec de la peinture bleue en bombe. J'ai retiré une partie de la garniture sur l'intérieur du toit et je l'ai examiné au microscope. J'ai retrouvé des millions de particules que Hillery avait lui-même créées en voulant teinter ce tissu. Elles étaient encore là, c'était comme si elles attendaient que quelqu'un les trouve, et j'ai eu la chance que ce soit moi. Les médecins légistes passent l'aspirateur dans la voiture de Hillery et analysent les preuves récoltées. Ils retrouvent des milliers de particules de peinture de la même couleur, forme et composition chimique que celles trouvées dans la maison de Marlene Miller. Voilà ce que nous avions en main à la fin de notre analyse. Des sphères de peinture verte, de peinture laque alkyd, les mêmes que celles retrouvées au domicile des Miller. La couleur était identique. En les écrasant un peu sous le microscope, on a pu voir qu'elles renfermaient les mêmes cristaux servant de matière de charge. Leur composition élémentaire était identique et le spectre infrarouge a montré que leur composition moléculaire l'était aussi. Les deux peintures renfermaient du bleu de Prusse. On ne pouvait pas prouver que ces particules provenaient de la même bombe. Mais leur forme était si particulière. Comment avait-elle atterri là? Les enquêteurs supposent que Booker Hillery a pulvérisé de la peinture sur l'intérieur du toit de sa voiture. Les particules rondes se sont donc fixées aux fibres de coton et ont conservé leur forme cylindrique en séchant. Lorsque Hillery rencontrait une bosse en conduisant, ces particules microscopiques se répandaient un peu partout, atterrissant notamment sur ses vêtements et sur ses cheveux. Il les emmenait partout avec lui comme on transporte un virus et il ignorait leur présence. Les procureurs pensent que lorsque Hillery est entré dans la maison de Marlene le soir du meurtre, ces particules microscopiques sont tombées sur le sol du salon des Miller. Il est littéralement devenu une usine à preuves ambulante. Cet élément prouve que Booker Hillery est bien entré dans la maison de Marlene. Nous avions recueilli des preuves à moins de 200 mètres de la maison, mais ce sont ces particules qui prouvaient qu'il avait pénétré à l'intérieur. Elles étaient l'élément clé.
En 1986, grâce à cette preuve médico-légale, Booker T. Hillery est jugé et déclaré une nouvelle fois coupable du meurtre de la jeune Marlene Miller. Il est condamné à la peine maximale prévue par la loi, l'emprisonnement à vie dont 25 années de prison ferme. Mais le juge ne peut s'empêcher de faire remarquer qu'il n'aurait pas hésité à le condamner à mort si la loi le lui avait permis. L'ironie de la chose, c'est que c'est Booker Hillery lui-même qui a fourni aux enquêteurs la preuve médico-légale qui l'a fait condamner. Les autorités locales avaient voulu vendre sa voiture peu de temps après sa condamnation dans les années 60, mais Hillery n'était pas d'accord. Il avait présenté une requête devant la Cour fédérale afin d'entamer une action en justice contre le comté pour l'empêcher de vendre sa voiture. Hillery a été débouté de sa demande, mais nous avons décidé de ne pas la vendre. Merci beaucoup, monsieur Hillery. Le jour où j'ai levé les yeux et où j'ai aperçu ce plafond qui avait été peint en bleu, ce que j'ai ressenti est indescriptible. Je me suis dit, ça y est. S'il ne nous avait pas forcés à conserver la voiture, je n'aurais jamais su d'où provenaient ces particules. En janvier 2003, Booker Hillery, alors âgé de 70 ans, voit sa demande de libération conditionnelle rejetée. Booker Hillery est à sa place. Il aurait dû passer par la chambre à gaz, mais le système a décidé de ne pas mettre fin à ses jours. Quoi qu'il en soit, il est à sa place en prison. Il ne doit pas faire à nouveau partie de notre société. Les enquêteurs rendent hommage à la prévoyance dont a fait preuve Art Thomas, inspecteur du comté de Kings, aujourd'hui décédé, qui en 1962 insista pour que la mère de Marlene passe l'aspirateur dans le salon où l'enlèvement avait eu lieu. Grâce à lui, ces éléments de preuve furent conservés par les services de police. Il s'agissait de la clé de cette enquête, et Hart savait que c'était le seul moyen de le remettre en prison. Il était enquêteur et un sacré bon flic. Nous sommes capables de réaliser des choses qui, pour certains, relèvent de la fiction. Nous sommes l'incarnation vivante d'un Sherlock Holmes ou d'un Dr. Thorndyke. Nous savons faire parler la plus petite parcelle de preuves. Ainsi, en s'opposant à la vente de sa voiture, Booker Hillery a fourni, bien involontairement aux enquêteurs, la preuve matérielle de son crime. Dans le but de sauvegarder un bien matériel devenu inutile, il s'est condamné lui-même à croupir indéfiniment en prison. Âgé de 78 ans, Hillery compte à ce jour près d'un demi-siècle de détention. Alors décrit comme un détenu modèle, il a mis à profit sa privation de liberté pour étudier le droit par correspondance, ce qui lui a permis de mener seul une campagne contre la discrimination raciale dont il s'estimait être victime et d'obtenir l'ouverture d'un nouveau procès. La population de Hanford s'opposa violemment à la décision de la Cour suprême et une pétition réunissant plus de 30 000 signatures circula pour qu'à défaut d'être condamné à mort, Hillery soit maintenu en détention sans libération conditionnelle possible. La Californie dispose actuellement du couloir de la mort le plus encombré des États-Unis avec plus de 700 condamnés, dont 16 femmes. En 2009, cet État a exécuté 29 des 106 exécutions pour l'ensemble du pays.